en journée à nos antennes. Lundi 9 mars, aujourd'hui à l'émission, on force nos politiciens à voir des films. Un expert nous explique aussi pourquoi la méditation est bonne pour notre cerveau. On se demande si c'est la fin de la voiture électrique et on vous dit qui, ici, planifie ses rapports sexuels à l'avance. Bienvenue, on va se le dire. On est en début de semaine ou pas? Allô? Kevin Raphaël, je te fais un petit câlin. Ah, je Allô? t'aime. Ça faisait longtemps qu'on s'était... Comment ça va, la Toi, famille? comment ça va? Mais non, mais toi, les Regarde. enfants. T'as vu mon livre? Il est très fier Il a parce qu'on encore un met livre. son livre dans notre décor. Ben là, il y a plein de beaux livres. Il y a Christopher Nolan, Ah. tout est là. Tout est avec Christopher Nolan. Oui. C'est incroyable, le cinéaste. On commence la semaine en force et en beauté avec le comédien et chanteur Émile Proucloutier. Bonjour. Bonjour, Mon Dieu, t'as le droit à un applaudissement. Légendaire. Oui, oui, absolument. L'autrice et féministe Kim Lévesque-Lizotte, je pense que c'est ça. C'est ça mon nom. Entre autres, entre Dernière autres. nouvelle, je m'appelle de même. L'animateur et coach Kevin Raphaël, ainsi que l'animatrice et jubilée Elisabeth Crête, dont c'est l'anniversaire. Ben là, quand même, bravo. Et qui pourrait accoucher, on s'est dit ça d'une seconde à l'autre. Une seconde, Ça alors, c'est pourrait- 38 semaines. Oh my God. Ça pourrait arriver On va pendant le vivre. l'émission. Mais tout le monde sait quoi faire, de toute façon, si jamais. Comme là. ça. Une épipène. Ben, Kevin a attrapé son deuxième c'est bébé. pas Comme ça. Émile, il Ah a oui, déjà ben oui, fait. mon Ah Dieu. oui? Oui. Oui, j'ai intercepté, moi, dans... Ah, c'est vrai? Oui, tout à fait, Ouais. dans, C'est quoi? en Donc, voiture. il est en bonne main. En En auto? voiture? Oui. Ben, je veux dire, on a arrêté, là. Dans un stationnement de dépanneur, non? Voilà, c'est Oui. ça, au Je me cauchemar. souviens. Oui, tout à fait, oui. Ah. Oui, mais Anaïs, dans son roman Femme forêt, raconte C'est tout ça vrai. dans un chapitre, là. Vous pouvez aller Aïe, procurer aïe. ça. Certainement, on va lire l'histoire. bon. Stationnement d'un dépanneur, Mais imagine. moi, je me souhaite pas, là, mais tant mieux. Non, mais t'es en bonne main, c'est pour ça qu'on a invité Oui, c'est ça, Émile. exact. Tout peut arriver. On a des épipènes, on a tout. là. On a des défibrillateurs. On commence avec le chanteur Bad Bunny, ton presse. Oui, non, mais c'est parce qu'il a fait sensation, on le sait, à la mi-temps du Super Bowl il y a 3 semaines. Et là, il serait pressenti pour faire un retour, mais en tant que lutteur à la WWE. Écoute. Je sais même par où commencer. Il est lutteur. Ben, Bad Bunny, j'adore ces images-là. Bad Bunny, Est-ce que c'est un bon lutteur en plus? c'est un excellent lutteur. Donc, on appelle un lutteur invité, un lutteur artiste invité. Puis, C'est quoi un lutteur artiste? tu sais, c'est quelqu'un qui travaille. Jelly Roll l'a fait. Logan Paul, au début, l'avait fait une couple de fois. C'est comme pas- un moment quelqu'un qui- spécial, Exact. quand- T'es pas là je à temps plein, mais tu viens faire des apparitions. Un happening. Puis Bad Bunny avait eu une première petite apparition où il avait fait un stunt. Ça avait super bien fonctionné. Ils l'ont appelé pour faire un match à Puerto Rico contre Damien Priest. Et sérieusement, c'était un des matchs de l'année. Tout le monde était voyons. comme, ça se peut pas que ce gars-là prenne une pause de sa tournée pour aller s'entraîner, revenir en tournée, puis finalement faire des matchs. Et est-ce que son nom, c'est Bad Bunny quand il est lutteur? Oui, c'est Ah, Bad Bunny. ah, Bad Puis Bunny. c'est sa tune d'entrée, c'est lui qui chante. Puis c'est impressionnant. Là. Puis le WrestleMania, c'est le 18-19 avril. Tout Puis ça. il est pressenti pour un match. On le sait pas, je le sais pas. Mais si ça arrive, ce serait la seule raison pourquoi j'irai aux États-Unis. Ben oui. Non, mais je ris, c'est parce qu'il y a eu une... Aussi. Ben oui. Tu serais aux États-unis? Ouais. Oh, mon Ben, Dieu. sûrement. Savez. Mais il y a eu une déferlante, je ris pour ça, parce qu'il y a eu une déferlante, là, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, de photos de Bad Bunny à travers le monde. Puis je pense que 90 de ces photos-là viennent de Kim Lévesque-Lizotte. non, mais t'as capoté! Vraiment, toi, Je t'es l'aime, Bad une Bunny. fan finie, là. C'est un... Ben, pas juste parce qu'il est lutteur, mais c'est un artiste engagé, féministe et un petit peu sexy des fois. Est-ce que tu préfères le lutteur ou le chanteur? Le Maintenant que chanteur, le chanteur. Mais tu savais, toi, qu'il était Tu le lutteur? vois. Oui, je l'avais vu, mais Mais- ça m'avait pas tant Est-ce qu'on dit, attiré. il est lutteur, là, ou c'est, il a fait une shot de lutte une fois, là? Non, non, Il a fait ça là, souvent? c'est une Ben, récurrence. en fait, là-dedans. Souvent, quand même. Il a fait 3-4 apparitions. Puis moi, dans ma tête, si tu fais un match complet dans un événement principal, dans un main event, pour moi, t'es Ah oui, lutteur. t'es un là. lutteur. Tu sais, Parce que moi, ça. j'ai arbitré de la lutte. Non, Ouais. là, on apprend bien des affaires. Non, mais je veux juste que mon estime Quand ça? augmente. Là, d'abord, dans le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, j'étais lutteur. Pardon, j'étais arbitre. Dans le ring. Et puis, on m'a demandé de le refaire dans une soirée bénéfice au Diamant. Parce qu'au Diamant, il y a des matchs de lutte. Fait que t'étais là? Oui. J'ai arbitré. c'est vrai, Je je t'ai me vu. suis Ah, Marco Estrada m'a donné une shot à la gueule. Il y a des images de ça. Hey, cette soirée-là de lutte à Québec, je me souviens, ça avait fait beaucoup jaser. Ben oui. Oui. Ben, parce que qu'est-ce que ce soit présenté au Diamant, Ouais. c'était comme, ah, mon Dieu. Ah, mais il y en un a show, quasiment tous les mois. Ah, au oui, c'est Diamant. ça, Fait- maintenant, oui, fait un Très, gros c'est fan ça, de oui, lutte. exactement. Gros fan de lutte. Gros Vraiment. fan. Quand il est venu ici, il a parlé de lutte, justement, puis c'est un fin connaisseur. T'aurais Ouais, du ouais, plaisir avec... il peut t'en jaser avec ta pendant barbe. des années. là. Oh, oui, c'est le fun. Un connaisseur. Il pourrait organiser un truc de lutte là, avec Bad Bunny au Diamant. Oh!
arbitrer. On lance l'idée. Ex Machina, on vous lance l'idée. Alors, on va parler d'école et de jeunes et de sport aussi, vous allez comprendre, parce que de plus en plus de jeunes manquent de l'école maintenant pour participer à des compétitions sportives. Et là, pour cause, OK, selon le journal Le Quotidien, les tournois sportifs, particulièrement ceux de hockey, c'est assez général, mais surtout au hockey, ça se déroule de plus en plus en semaine. Et on a un coach aussi de flag football féminin au secondaire. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça se passe la semaine? Et dans le jour, en plus? En partant, c'est la disponibilité des terrains ou des glaces, ou etc., etc. Parfois, pour les écoles, le football régulier, là, le football pas flag, va avoir l'avantage. Donc, on se retrouve avec les restants des terrains au flag football. Sinon, le soir, c'est ça, le soir et le week-end, c'est les civils, c'est les modules. Souvent civils, dépendamment. Donc, le scolaire passe deuxième. C'est ça qui est plate, là. Je comprends là, qu'on veut pas que les kids manquent l'école, mais j'aime mieux qu'ils manquent l'école pour aller faire du sport que fumer du pot, là. Genre, il est dans une équipe, il fait une activité. C'est super positif, autant pour le corps. Tu sais, il manque pas la journée au complet, là. Nos filles de flag foot, moi, mon équipe en particulier a pas manqué d'école, mais c'est arrivé pour les 7 autres équipes de flag football qu'on a féminin. Puis, c'est la dernière période, là. On prend l'autobus, on s'en va. C'est pas grave. Mais ça, c'est pas si grave que ça. Mais dans l'article, il parlait quand même de on part le mercredi, puis on vient On part en tournoi pendant quelques jours, là. Puis C'est ça. Je fais une différence entre des tournois organisés avec des équipes scolaires et le civil. Ben oui, Pourquoi c'est deux choses. Le civil décide qu'on retire les enfants 2-3 jours en pleine semaine comme ça. Le casse-tête pour les enseignants, quand c'est pas organisé avec l'école, ça doit être assez extraordinaire. Parce que pour les élèves qui ont des bons résultats scolaires, ça doit être... Mais ceux qui ont un parcours scolaire plus difficile, que soudainement ils essaient de conjuguer leur sport et leurs études, puis qu'on les sort, c'est sûr que ça doit être plus compliqué. Parce que tu peux l'étendre à... On a un enfant acteur. Moi, ma blonde est enfant actrice, et puis je pense qu'elle a manqué quelque chose comme... Je dis n'importe quoi, mettons 140 jours sur 170 une année. Tu n'étais jamais là. Puis toi, ça devait être ça aussi quand tu étais petit. Moi, je l'ai vécu quelques fois, oui. C'est sûr que pour quelque chose qui permet à l'enfant de se construire, de se valoriser, dans le cas du sport... Moi, oui, mais en même temps, de mon point de vue, je pense qu'ultimement, ça se recoupe. C'est de manquer l'école pour quelque chose qui n'est pas de l'école. J'ai l'impression que ça peut pas tomber dans la cour de l'enseignant. Il faut que ce soit une occasion d'apprentissage pour l'enfant de dire, ben là, d'abord, tu rattrapes tes affaires, tu te rebâtis un horaire de rattrapage, tu vas chercher tes trucs. Il faut que ce soit une construction de maturité sur le côté. Moi, je pense que ça, c'est fondamental. Mais il faut que les parents embarquent là-dedans. Exact. Oui, en effet, il y a tout le côté taxi, machin, mais je pense que ça peut être une affaire de plus dans la cour des profs. Par contre, la question des disponibilités de glace, par exemple, de dire comment ça se fait que c'est tout le civil, toutes les ligues de garage qui font que des équipes d'école peuvent pas faire de tournoi la fin de semaine, c'est quand même triste. Mais ça, j'étais surprise parce que il me semble que tous ceux que je connais qui jouent dans des ligues de garage, ils jouent à 22 h le soir. Ça veut dire que je pensais que c'était la norme. Peut-être que t'es plus âgé, non? C'est ça, mais là, si tu connais, si les ligues de garage prennent... Ils vont à taverne, c'est ça que... C'est vrai que les terrains sportifs devraient être... C'est fondamental qu'on ne mette pas de bâton dans les roues pour faire du sport. Il y a du monde, c'est ça qui tient à l'école. Il y a du monde, c'est ça, là. Et même si on a des moins bonnes notes, il y a du monde, c'est ça qui font que le cerveau il est disponible pour faire l'école la majorité du temps. C'est parce que ces activités-là existent. Tu vois le bien que ça fait, toi. 100 mais à la base, moi, si j'ai un jeune, je veux qu'il pratique son sport à l'école. Ouais. Ben oui. En partant. Exact. Là, on se retrouve où les jeunes pratiquent leur sport à gauche, à droite. Là, je comprends. Là, tu sais, mettons, je coach au Collège de Tendre. Il n'y a pas de ski. Fait que si quelqu'un veut faire du ski au Collège de Tendre, il faut qu'il aille dans son club de ski dans son quartier, tu sais, ou dans son coin. Fait que je peux comprendre ce genre de sport-là, mais le football, le hockey, tout ça, je comprends pas qu'on n'est pas capable de soit centraliser ou soit travailler ensemble. Oui, je suis d'accord. Le scolaire puis le devrait être à civil. l'école. C'est pas toutes les écoles qui ont des super terrains et des super glaces. Non, mais on est capable de travailler ensemble. Tu sais, on est capable de dire, regarde, nous, au Collège de Tendre, toi, à Laval Liberty High School, t'as pas de terrain, viens chez nous. Le mardi, jeudi, on vous laisse le terrain, ça vous coûte tant, puis nous, on le prend le lundi, mercredi, vendredi. On est capable de... Tu vois, nous, les écoles de quartier autour, il y en a peut-être 7-8 là, dans la région pas loin de chez nous. La plus vieille joue au volleyball et ils font ça après l'école à 4h15. Ouais. Donc, tous les parents s'aident. C'est comme un gros taxi géant, là, un réseau de transport. Et là, on finit... Cette semaine, c'est à telle école. On va là de 4 jusqu'à 5h30, mettons. Puis c'est plus simple. T'sais. Donc, personne ne manque d'école. Ben, on fait la rotation des gymnases. Je trouve juste... Manquer l'école pour faire du sport... Je te dis pas de manquer 50 des cours, mais... Il n'y a rien de plus fort que d'aller en tournoi, en gang, de se sentir bien. Oui. C'est des souvenirs pour toujours. Là. Oui, puis si ta pratique a lieu le soir à 10 h, ben, tu n'as pas manqué d'école, mais la version jeune qui se lève le matin, ce n'est pas la même. C'est pas optimal non plus. Là, une des questions qu'il faut qu'on se pose, c'est
nous, exemple, lorsque j'étais au Collège de Tente pour le football, il y avait la salle d'études. Donc, on finissait à 3 heures, salle d'études de 3 à 4, tu allais sur le terrain. Moi, je finissais l'école, la pratique à 6. J'arrivais chez nous, j'avais fait mes devoirs, il me restait à manger, puis je pouvais chiller. Mais c'est ça, c'est peut-être... Mais c'est des petites affaires qu'il faut juste déplacer, placer, Prioriser. discuter, pour permettre aux jeunes de s'épanouir dans le sport, mais autant à l'école. Il y a moyen de mieux gérer que ça, je pense. Exact, il faut se Honnêtement, parler. parce là. que Il y c'est vrai aurait-tu moyen d'arrimer, mettons, là, tu demandes à une intelligence artificielle, tu lui Ah donnes oui. l'horaire Ça sert à des quelque chose. glaces, Ouais. l'horaire des tournois, puis L'âge les de journées chacun. pédagogiques à placer. pour Puis vrai. dis, place les journées pédagogiques par-dessus les tournois pendant que les glaces sont libres, puis dis-nous qui va où quand Ouais. pour que les on les Ça serait jeunes- bon. Ça, il pourrait prendrait tout ça, 30 secondes. Ça, il prendrait 30 secondes. Oh hein. mon Dieu, Ça 30 serait secondes, 10 réglé. secondes. 10 secondes. On est dans le sport, on va rester dans le sport. On va parler de la Coupe du monde, de la FIFA. C'est dans 3 mois seulement et là, ça revient en force. Pour la première fois, il y a 48 équipes qui vont s'affronter dans une édition présentée dans 3 pays, Canada, États-Unis, Mexique. Au total, 104 matchs, 16 villes, mais un seul trophée, mesdames et messieurs. On a quelqu'un d'excité. On a quelqu'un qui a déjà assisté à une Coupe du monde à Ça, c'est l'époque, en fou. France, Voyons. dans les années 90. Allez, les Bleus et tout, là. Oui, mais alors j'étais à 90 pendant en 98 à Marseille pendant la Coupe du Monde, Wow. qui a vu la France gagner. Ça a l'air de quoi? Parce qu'ici, on le regarde beaucoup dans des bars sportifs et tout ça, mais là, tu es sur place. Alors, moi, j'étais dans la maison qui ne possédait pas de télé. Alors, avec des gens qui ne s'intéressaient pas à ça. Alors, on était juste assis avec les fenêtres. J'avais 15 ans. Là, tu sais. Oui. Puis, on était avec les fenêtres ouvertes, puis il y avait la ville de Marseille qui hurlait. C'est sûr. Wow. Sauf que moi, j'avais jamais vu une ville qui hurle, tu sais. Puis le faire comme... Le faire comme... Oh, là, ils doivent... Probablement que là, c'est rendu 2 points pour nous, en tout cas, parce que... là- Puis quand ils ont gagné, là, man, je veux dire, je me suis penché au balcon puis d'avoir vu comme du monde qui pitchait tout, là, tu sais, des objets, des rouleaux de papier de toilette, puis des feux d'artifice, puis ça courait sur les toits en bas, c'était fou furieux. Puis, je veux dire, c'était sanguin, mais c'était tellement joyeux puis tellement viscéral. Moi, ça m'a comme... Tu sais, je suis pas sportif tant que ça de base, moi, mais ça m'a comme fait... En termes de moments où les cœurs se synchronisent, là, il y a quelque chose pour moi de fondamentalement beau là-dedans. Les gens disent ça quand ils viennent à l'émission, souvent. Tu sais, c'est comme une histoire de synchronicité de Nos cœur. cœurs sont synchronisés, puis j'ai plus jamais été la même après. Mais toi, ton chum n'est pas fan. Oui, mais Ton chum, je ta viens de mamie. découvrir là. Hein? Comment ça? Parce qu'on a comme une opportunité d'aller à Toronto voir. Il y a des Oui. amis qui y vont, ils font comme... Puis là, Ah, j'ai vu mon chum faire comme, mais on y va, on arrête tout, on trouve une gardienne. Qu'est-ce que moi, je fais comme, quoi? Qu'est-ce qu'il y a quand on va? Pourquoi on va à Toronto le 17 juin? Puis je pense que, je pense qu'on va peut-être participer à... Moi, j'aime beaucoup les frénésies. OK. Je vais y aller pour la frénésie. Est-ce que tu es une touriste? T'es comme ceux qui trippent sur le Canadien quand ils vont en série? Non, mais j'ai aimé suivre ça un peu plus jeune. Puis j'aime beaucoup, en fait, le sentiment d'appartenance que les gens peuvent avoir quand c'est leur équipe, quand c'est leur pays, de participer à ça. Fait que, tu sais, Ouais. je me fais dans ma tête, je me trouve une équipe préférée, puis j'embarque dans la frénésie. Il va falloir Je se suis prendre là. pour Haïti. Là. On est là. Oui! On est dans le building. Faut-tu Hey, aller c'est voir un sûr, match c'est d'Haïti? sûr. Maman C'est m'a jamais rien demandé dans la vie. OK. C'est quand Haïti a gagné, ils ont fêté tout. Ben, on a fêté, mais eux ont fêté de leur bord. Ouais. Puis elle m'a appelé, elle m'a dit j'aimerais vraiment ça que tu me trouves des billets. Ça, C'est la première affaire qu'elle m'a demandé depuis que je suis né. Là, tu sais. Tu vas aller voir ça où? Ben là, on va y aller. Là. Je pense que c'est Boston, la place. Là, fait qu'on va y aller, mais écoute, que Haïti soit là, ça se Quand même peut beau. pas. Là. c'est Tu vas être comme les gens à Marseille, tout ça. Arracher du papier de toilette. Mais juste le fait qu'il soit à la Coupe du Monde, c'est célébration. Là. Je pense qu'on a célébré pendant au moins une semaine. C'est déjà une victoire. On avait parlé avec toi ici. Ouais, je me on a souviens. gagné. Là. C'est juste qu'il faut passer le groupe. Là. Elisabeth va peut-être le regarder en train de Possiblement. bercer possiblement. quelqu'un ou Mais je suis de... comme Kim, moi, je suis pas quelqu'un qui va le suivre de façon constante, mais quand il arrive Ouais. quelque chose de gros, Tu veux genre faire- tu disais le Canadien en série, je sais que c'est cliché, mais c'est vrai C'est ça, pareil. qu'il vient un moment où on n'a pas le choix d'embarquer. On veut participer à Ouais. tout ça. Puis là. tu te colles sur du monde qui connaissent ça plus que toi. Moi, c'est Ouais. quasiment via leur joie à eux autres que je. Ben Puis oui. là, faut qu'ils m'expliquent, là. Ouais. Ah, c'était beau, ça! Oui, tu veux un analyste en C'est direct. quoi, c'était beau, maintenant? C'est ça, puis j'aime les gens qui racontent une histoire comme « Oh, lui, c'est un joueur, il n'a Ouais, pas été exact. pris. » Puis là, Exact. finalement, là, il est en train de réaliser un record qu'on n'a jamais vu Mais comme avant. Kevin. Quelque chose d'humain. là, Regardez, derrière ça. qui on va surveiller, là? Au Canada, on va surveiller Davis. Ah, Regardez. non. On va- Bon. Moi, j'adore Jonathan David. C'est la superstar, selon moi, de l'équipe. Alfonso Davis, il est plus connu. Il joue pour Bayern. Mais tu sais, moi, je vais y aller d'un hot take. Là. Je vais y aller d'un... Regarde, Ça va être controversé. là. ça va être controversé. Controverse. Je pense que le Canada sera en 16e de finale.
OK? OK. Puis j'ai appelé un de mes amis qui suit ça tantôt avant de rentrer sur le plateau, puis il m'a dit « T'es fou », il a raccroché. Mais j'y crois vraiment. Faut dans le sens que c'est d'aller aussi loin, tu veux dire? On se rend pas plus loin que le 16e de finale. Mais si je pense qu'on peut sortir de notre groupe, on a la Suisse, on a le Qatar, puis on sait pas encore ça va être qui la dernière équipe européenne. Mais, tu sais, chez vous, c'est ta Coupe du Monde. On a du talent. On a prouvé qu'on peut jouer les gros matchs. Tu sais jamais en Coupe du Monde. Puis je pense que le Canada a ce je ne sais quoi qui peut leur permettre d'aller un petit peu plus loin. OK. Fait que je vais y aller avec le Canada. T'as déjà prédit ici le Canada en série, puis c'est arrivé. C'est le Canada en série. Le Canada en série, puis c'est arrivé. C'est J'ai eu ma arrivé. tasse. Fait que, oui, c'est vrai, on va oui, t'as eu ta tasse, t'as eu une tasse pour ça. OK, parfait. Mais on va surveiller ça quand même. On termine pas avec ça, mais là, un sujet, vous allez comprendre, mon équipe voulait pas que je dise quelque chose qui s'en vient dans les prochaines minutes. Nous, à la maison, ma blonde et moi, on est souvent considérés comme les plus cool. Chez les amis de mes enfants. Les plus cool du quartier, les parents les plus cool. Mais non, mais c'est parce qu'il y a une réalité que beaucoup de parents connaissent, vous allez comprendre, sans la nommer, OK? Des fois, on se fait juger par nos enfants, mais aussi, des fois, on se fait juger par les amis de nos enfants. Et ça, c'est plus difficile. Dans notre cas, ça n'arrive pas parce qu'on est les plus cool. Je vais juste le rappeler. Mais est-ce que ça vous arrive, vous, comme parents, de vous sentir jugé par les enfants qui viennent à la maison? En ce moment, ça va, là, pas tous, pas trop fait. Ça va, mais moi, Ouais, maintenant, non. mais moi, j'ai ce souci-là parce que dans le développement normal d'un enfant, il y a une période où tu Oui. as honte de tes parents. Puis moi, je l'ai Oui, vécu ça- comme enfant. Bon. Et ça m'est resté en tête parce que je veux pas que mes enfants aient honte de moi. Fait que oui, j'ai ce souci-là de ne pas en faire trop parce que ça a l'air fou, mais de pas en faire pas assez non plus. Fait que trouver l'espèce de juste milieu pour amoindrir le plus possible la honte que mes enfants pourraient ressentir à mon égard, mettons. Ça fait une Oui. pression de performance? Peut-être. Ah oui, Peut-être C'est un juste peu. ou ça crée une obligation de détente, genre, OK, je vais comme prendre mon gaz égal puis être cette personne ouais. gentille à l'écoute qui Exact. a envie que les affaires se passent. Tu veux être là, tu veux en faire, tu veux pas en faire trop, mais un minimum pour essayer Oui. le plus possible d'être apprécié, mettons. Parce que moi, c'est ça, je niaise avec ça, là, qu'on Ouais. est les parents les plus cool, mais ça, on s'est créé nous-mêmes un genre de standard. Des fois, on fait, ben là, on va être moins cool. Ouais, c'est ça. On se le dit pas comme ça, mais c'est un peu ça. Oui, Moi, je me mets cette effectivement, pression-là. les enfants, ça dit tout. Donc, ils retournent à la maison après, puis là, ils parlent des parents à leurs parents. En fait, tu veux plaire aux parents via leurs enfants, c'est un peu ça. Peut-être aussi. Mais tu veux pas aussi que ta fille ou ton fils se fasse niaiser à l'école parce que ta mère était donc bien cringe en fin de Ben, semaine. cringe. Tu sais, quand Ils vont trouver d'autres choses pour le niaiser. S'ils veulent niaiser l'enfant, ils vont niaiser l'enfant. Là, dans le sens que je trouve qu'on se met de la pression, là. On peut-tu s'arranger à ce qu'il mange 3 repas par jour? Kim doit être la Qu'on sorte plus dehors de temps La en temps? barre seulement. Non, moi, c'est le contraire. Mais moi, C'est pas cool. c'est extrêmement bizarre ce qui arrive avec moi. C'est que moi, j'organise des soirées ou des journées vraiment cool. Ah, puis soirée pyjama, venez chez nous, on va mettre une tente dans le salon. Mais moi, je suis tellement habituée à ma fille qui n'a pas tant besoin de discipline. Puis je suis toujours un peu relax. Je suis Ouais. très permissive, cool. Mais Marguerite, c'est une petite fille qui n'est pas dissipée. Mais là, quand il y a des enfants qui arrivent chez nous... puis Oui, ils que- sont différents. très C'est des humains différents avec une dynamique. Oui, oui, C'est oui, vrai, oui. c'est vrai. T'as raison, Et moi, il y a quelqu'un que je ne connais pas qui sont pas tous sort pareils. de moi, qui est comme « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Mais j'ai jamais fait ça de ma vie à ma fille. Ah, tu deviens maîtresse Oui. d'école un peu? Mais ou tu un deviens- peu comme, mettons, deux, trois petites filles, petits gars qui sautent sur le divan ou qui fouillent dans le garde-manger puis qu'il y a des chips à terre. Je suis Ben comme voyons. « Hey! » Mais je fais jamais ça comme « Hey! » Je fais jamais ça de ma fille. Ma fille a jamais vu Découvert cette ton mère-là. hey. Oui, oh, hey. Oui, mais On ça- ne fait pas ça. Mais ça, c'est pas moi, là. Mais en moyenne, chez vous, il y a un enfant. Il y a un enfant. C'est comme, Margot, arrête, là, s'il te plaît. OK, Il y a peut-être oh, ça, ouais, la force Ouais. du nombre des Mais fois. là, à un moment ouf. donné, je suis comme, mais c'est de ma faute parce que j'ai instauré une espèce de fête, là, puis je suis la maman cool, puis je mange la pizza avec eux, puis là, ils me racontent des petits potins de cours d'école. Mais après ça, là, il y a comme un petit party qui. C'est Le drôle. popcorn partout à terre, puis là, c'est ça. J'ai découvert ma maman autoritaire que je ne connaissais pas qui fait, hey, c'est assez. Moi aussi. Mais je Moi, ne la connaissais pas, j'écouterais cette quand même. personne-là. Là. Moi, tu vois, la semaine dernière, c'était la fête d'amis de la plus jeune, qui a eu 8 ans. On est allé au Laser Quest. Oh! Et après 3 parties, tous les enfants voulaient être dans mon équipe. Parce que, j'étais le plus cool, parce que je courais partout, et j'ai gagné les 3 parties. De ma blonde dit, laisse des petits-enfants, ils ont 7 ans puis 8 ans. Et j'ai torché solide. D'accord avec toi. Ouais, qu'est-ce que l'aquamation? Vous allez voir, c'est assez particulier. Martin Carly vient nous expliquer tout ça au retour.
Depuis des siècles, les sociétés disposent principalement de deux façons de traiter les corps après la mort. Soit il y a l'inhumation ou la crémation. Et là, il y a une nouvelle pratique, plus ou moins nouvelle, mais quand même, qui vient d'être légalisée en Europe. C'est l'aquamation. Et on a invité notre ami Martin Carly pour nous expliquer. Allô, Martin! Salut, Sébastien. Les gens vont faire le saut, je pense. Qu'est-ce que c'est l'aquamation? Bien, l'aquamation, essentiellement, c'est une version beaucoup plus écologique de la crémation. Ouais. Au lieu d'éliminer les tissus organiques là, du corps dont on veut disposer avec le feu, donc avec de la chaleur, on va plutôt l'éliminer avec un bain d'eau et de base, un peu comme du bicarbonate de soude, mais beaucoup plus puissant que ça, pour venir dissoudre les tissus, récolter seulement le squelette par la suite, qu'on va réduire en poudre, puis c'est ça les cendres qu'on va donner aux familles. Est-ce que c'était ça la raison? Donc, on s'est dit, il faut trouver une façon plus écolo. On en parlait avant. Le fameux cercueil, malheureusement, ça commence à être un petit peu antique là, comme façon de faire. Non, clairement, parce que c'est sûr que de plus en plus, en fait, c'est probablement dans les sondages sur l'acceptabilité sociale de ce type de technique-là qu'on voit qu'il y a vraiment un changement, notamment présentement, l'Écosse est le premier pays au Royaume-Uni à légaliser ça. Il y a peu de pays dans le monde, mais on en fait partie. Au Québec, on tu disais depuis 10 ans déjà? Depuis 2015, oui, effectivement. C'est une technique là, qui a été créée en Australie, mais c'est une technique qu'on utilise pas pour les humains, mais pour des matières biologiques, pour des animaux de laboratoire dont on veut se débarrasser, et ainsi de suite. On utilise ça depuis vraiment longtemps. Donc, c'est une technique qu'on connaît déjà très bien, mais au niveau des humains, on veut s'assurer d'une standardisation pour être capable là, de réglementer de manière à ce que chaque famille sente que le corps a été... on en a disposé avec respect, dignité, et ainsi de suite, là, on s'entend. Puis chimiquement, il se passe quoi? Donc, on plonge le corps dans C'est ça. Donc essentiellement, on a une chambre sous pression. Ouais. On met le corps à l'intérieur. Le corps, il est nu. Et là, on va l'immerger dans un volume d'eau à 95 et de base. Donc, une base, c'est comme l'opposé des acides. Donc, on n'est pas du tout... on n'est pas dans Breaking Bad, là, où on essaie de dissoudre un corps dans un bain, là, clairement pas. Donc, on le met comme ça dans un... C'est bien. On s'entend. c'est bien. Non, mais Ça prend combien de temps, mettons? Ça dépend évidemment des différentes juridictions. Ce qui est proposé... Ça dépend des recettes. Un peu, oui, finalement. C'est comme faire pocher un humain. Un peu. Non, mais littéralement, essentiellement, on le met dans un bain avec une base qui est l'ingrédient actif, si on veut. Et là, on chauffe le tout. Donc, on chauffe l'eau pour l'amener à une température où on va accélérer les réactions chimiques en cours. Et c'est ça, en Écosse, on parle d'une température de 150 degrés Celsius, ce qui permettrait de décomposer un corps environ 1h30 à 3 heures à peu près. OK, c'est long. Alors qu'ici, au Québec, on est à 96 degrés Celsius. Donc, c'est plus long. Ça va prendre une douzaine d'heures. Mais c'est quand même important parce que ce que ça dit essentiellement, c'est que ça vient un peu briser certains obstacles dans la réflexion des gens. Dans ce cas-ci, non seulement c'est pas un acide, mais on n'amène pas non plus l'eau à ébullition. Parce qu'évidemment, le premier réflexe que les gens vont avoir, c'est si on les fait bouillir dans un acide. Je t'avoue que c'est un peu de ça que j'avais comme C'est ça qu'on pensait. Alors que c'est pas du tout ça, vraiment pas. Monsieur Carly, j'ai une Oui, question. oui, monsieur Raphaël. Là, j'en ai plein. OK? J'en ai deux. Clairement, tu peux pas voir. Il n'y a pas genre de hey, ça va avoir la cave. C'est pas un aquarium. Non, mais là, ça peut pas pas voir. Mettons, moi, la famille peut pas voir le corps se faire. OK, ça, c'est C'est pas une nouvelle Puis deux, cérémonie. c'est-tu la même eau qu'ils prennent pour tout le monde? Parce que ça, non. c'est dégueulasse. Non, mais... OK. Je pense que je vais répondre en prévention à quelques questions en même temps. Merci. Au bout du processus, là, dans cette eau-là, on retrouve essentiellement, lorsque les réactions chimiques sont complétées, on a des acides aminés. Les acides aminés, c'est les blocs légaux de nos protéines. Donc, c'est comme si on avait pris nos protéines, on les avait défaites en blocs de construction. On retrouve des sucres et on retrouve des minéraux. C'est ça que tu as dans l'eau. Et normalement, la fin de ce processus-là, c'est qu'on est raccordé à une usine de traitement des eaux parce que cette eau-là n'est pas du tout toxique ou quoi que ce soit. Donc, ça passe directement par l'usine de traitement des eaux par la suite et on renvoie ça dans les cours d'eau comme n'importe quel... Oui, mais ultimement, c'est ça qu'il faudrait. C'est plus normal même, oui. Oui. Mais tu donnes quoi à la famille?
Bien, tu donnes Les les os cendres, la même chose. Les Comment tu os, les du récupères? squelette. De Qui est le l'eau? squelette, parce que le squelette, lui, ne OK, sera juste pas le squelette, dégradé je par comprends. ça. OK, je comprends. Donc, tu obtiens le squelette que tu vas rincer, que tu vas sécher Dieu, et que tu vas mettre, comme les cendres que tu as dans la une urne. crémation, tu mets ça dans un four crémulateur qui va venir tout briser ça en une fine poudre. Puis c'est ça que tu remets à la famille. Donc, il y a une portion de crémation quand même. On dirait que c'est Ben, dur en de fait, voir en le quoi c'est... réduire en poudre. Oui, en quoi c'est plus écolo? Parce que quand même, la crémation, c'est très long, chauffer tout ça en plus, donc ça nécessite beaucoup d'énergie. Bien, il y a plusieurs éléments qui font en sorte que ça, c'est plus écolo. OK. Le premier élément, c'est que tu n'as pas besoin de chauffer autant que dans un four. OK. Donc, tu consommes beaucoup moins d'énergie. OK. On estime, et là, évidemment, selon les techniques, là, ben, les chiffres peuvent changer, mais on estime, selon ce qui se fait ici en Amérique du Nord, que la crémation d'un corps humain nécessite 29 kWh d'énergie. Ça, c'est l'équivalent de ce qu'un ménage consomme dans sa maison à une journée, à peu près. Ça, c'est pour la crémation. Dans le cas de l'aquamation, c'est pas négligeable, mais c'est beaucoup moins que ça au niveau parce que tu ne chauffes pas jusqu'à 700, 800, 1000 degrés Celsius. Ça, c'est très énergivore. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le cas de la crémation, quand tu brûles tout. Là. Ça veut dire que tu brûles aussi les amalgames dentaires qui contiennent du mercure qui va aller s'échapper dans oui, je l'atmosphère par la suite. Tu vas aussi brûler... Puis même des particules fines, le fameux smog qu'on voit sur les villes, c'est des particules fines qui permettent l'accumulation, la condensation de l'eau autour. Mais ça, tu n'en auras pas dans ce cas-là. Donc, tu as beaucoup moins de gaz à effet de serre. C'est 7 fois moins de gaz à effet de serre avec l'aquamation. Donc, c'est beaucoup mieux comme ça. Tu as moins d'émanations de mercure, de particules fines, et ainsi de suite. Ça, c'est intéressant. Puis c'est plus intéressant aussi même que le fait d'enterrer un corps, parce que quand tu enterres un corps, ben les règles font en sorte que tu dois l'embaumer. Tu ne peux pas juste enterrer un corps ça, comme c'est ça. des liquides... C'est des gens du compost. Non, exact. C'est des formaldéhydes, et ainsi de suite. Ces liquides-là s'en vont dans le sol, peuvent éventuellement se retrouver dans la nappe phréatique, par exemple. Donc, c'est pas nécessairement idéal. Donc, c'est le fun de voir des alternatives comme ça. On en voit d'autres. Il y a une compagnie qui a mis sur point un cercueil en champignons et en chanvre. Ah oui, on avait Ils font parlé. carrément pousser le cercueil. Et ça peut accélérer la décomposition naturelle du corps en 2 à 3 ans au lieu de 10 à 20 ans. Ça va plus vite. Et surtout, tu redonnes à la nature toute cette matière organique-là. C'est un peu le but de la nature, je veux dire. Un peu le cycle de mais totalement. Mais je regarde l'appareillage là, qui est sur la photo. Est-ce que c'est ça qui explique pourquoi on n'en voit pas plus? Parce que c'est assez gros. J'imagine que c'est très coûteux. C'est méconnu. Lorsque on a traité un sujet comme ça, on avait expliqué la science de la thanatologie à Génial. Puis on avait eu des retours de monde qui étaient comme « Oh, là, je suis obligé d'expliquer à mes enfants c'est quoi la mort puis comment on dispose des corps. » T'as ouvert une porte de toujours... Ça, c'est une constatation personnelle. J'ai l'impression que lorsqu'il y a de la mortalité dans la famille, ça nous confronte tellement à notre propre mortalité à nous qu'on a tendance à essayer de s'en détacher le plus possible, de ne pas considérer cet élément-là. C'est pas un sujet sexy. Vraiment pas. Je comprends. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malaise par rapport à ça. Mais ultimement... Ça dit quelque chose de nous, puis on devrait renverser ça. Là. On va côtoyer les personnes plus vieilles, côtoyer les morts. Absolument. Ça devrait faire partie du réel. Ça a toujours fait partie de la vie jusqu'à il y a 50 ans. Ça fait 100 000 ans que les humains disposent de leur corps d'une certaine manière, selon les fouilles archéologiques. Là. Donc, ça fait très longtemps, puis depuis la sédentarisation, on le fait d'une manière plus systématique. Il y a des nécropoles, et ainsi de suite. On dirait qu'en 2026, je veux même pas le savoir que ça se peut. On signe pour ça. Oui, Vous pouvez faire préarrangement funéraire, l'aquamation, c'est une des options. Dans mon testament, aquamation. On dit Oui, que je veux être testament, incinéré, on dit que je veux être... je veux être... L'aquamation, ou l'hydrolyse alcaline ou la crémation verte. C'est des termes qu'on utilise. On a déjà parlé ici de, tu peux te faire, c'est en Asie, je pense qu'ils font ça, mais donc crémation et ensuite on disperse tes cendres dans le ciel avec un feu d'artifice. Ça doit être propulsé. Oui, on va être propulsé. Merci. Il y a Elon Musk qui fait ça avec des autos. Mais Oui, exact. Merci, Martin. Ça fait plaisir. Mettre ces moments de sexualité au calendrier, est-ce que c'est oui ou c'est non? On débat dans quelques minutes. Ah oui, le débat.
Il y a un couple, Kim nous parle de ses projets parce que t'en as un seulement ou deux, mais pendant les pubs. Il y a un couple marié depuis près de 30 ans qui a confié au journal The Guardian que le secret de leur longévité, c'est de planifier les relations sexuelles à l'avance, ce qu'on appelle la sexualidad. Et selon eux, mettre l'intimité à l'agenda, justement, ça fait toute la différence. Mais comment eux, ils gèrent ça? Parce qu'il faut vraiment que tu sois assidu. Elijah et Mia, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Et c'est quoi le secret de cette longévité de couple? Ils mettent à l'horaire... mais je pense qu'ils disent qu'ils ont comme l'intimité au calendrier. Ils mettent à l'horaire des périodes... C'est des moments. Sexualité, mais en même temps, c'est pas juste Non, c'est ça. du sexe. Là. Je pense que quand on en parle froidement comme ça a vraiment l'air de planifier du sexe. C'est comme, bon, cette semaine, on va aller faire l'épicerie mardi. Mercredi, c'est les enfants qui jouent au soccer. Puis jeudi... On fait du sexe. On fait du sexe. Mais c'est pas ça, là. Non, c'est comme... Puis aussi, je pense que c'est quelque chose qui est bon pour des couples où il y a comme une relation égalitaire, où il n'y en a pas un des deux qui sent une pression d'avoir des relations sexuelles. Alors, dans ce beau contexte-là d'un couple qui va bien, pour avoir des enfants aussi, puis avoir un horaire assez chargé, moi, je trouve que ça marche, leur façon de faire. Parce qu'eux, ils font l'amour en moyenne 2,5 fois par semaine. Il n'y a pas de pression sur le nombre de fois non plus. Là. Le point 5, ça, c'est... Le 2,5, je sais pas, une petite vide dans le garde-robe. Et après la petite vide dans le garde-robe, non, mais ils se préparent aussi une date. Mais c'est ça que j'aime, c'est ce font qui est des autour. gommises, ils se prennent une douche ensemble, ils parlent, ils prennent du vin. Donc... En fait, c'est de se forcer à créer un moment. Oui, Même je si tu n'as comprends. pas envie, il faut que tu le fasses. Je comprends aussi, mais c'est parce que aussi... Ça s'applique pas non plus à deux jeunes qui viennent de se rencontrer, Ben non. puis qui sont dans la période des papillons, de la passion, que ça vient tout seul. Mais après 5, 10, 15, 20, je peux comprendre que ça peut avoir l'air anti-érotique de faire « Hey, mercredi. » Mais s'il y a comme quelque chose qui vient avec ça, là, s'il y a de l'anticipation tout au long de la semaine, ça. puis mercredi, on va faire ça, puis je vais m'habiller de même, puis oh mon Dieu, ben non, ben voyons donc, mais je vais t'arracher ta robe. S'il y a comme quelque chose qui vient avec ça, puis si les couples continuent aussi de se toucher, s'embrasser, se caresser, sans que ce soit nécessairement la relation sexuelle complète, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment aider les couples à avoir des moments pour eux, sans que ce soit vu comme... quelque chose de très froid et d'imposé. Puis qu'est-ce qui t'arrive le mercredi puis ça te tente plus là, parce que t'es fatigué, parce que t'étais, on va se le dire. Toi, quand tu sens d'ici, t'es vidé. T'as tout donné, on va se le dire, tu comprends, puis que t'as chanté le samedi en l'hiver. Puis que mardi, là, tu veux te coucher tôt. Mettons. Mettons, c'est pas grave, puis tu fais comme, hey, on se retrouvera un autre jour, puis c'est finalement... Mais vous faites pas ça. Mettons que j'enlève là, l'aspect, comme tu dis, sexualité, juste l'intimité, ou juste même d'aller au resto, ou de se créer un moment. Nous, on le fait quand même un peu, mais moi, j'ai hâte à ça. C'est ça, c'est que ça devient... Ce qui est le fun, c'est autant le moment que l'anticipation. Hey, on a une date demain. C'est ça, exactement. Mais c'est que souvent, la notion de date implique des fois, on sort, on va avoir un spectacle, un resto, whatever, ou juste, mais de dire, on va faire une date on va créer la possibilité qu'on ait un moment ensemble chez nous. J'ai l'impression que, en tout cas, moi, je me rappelle quand tu sais, plus jeune, là, vers 24-25 ans, j'avais beaucoup de mes cousins ou du monde, des amis, des gens qui avaient comme 15 ans, 10-15 ans de plus vieux, qui se séparaient beaucoup. Il y avait comme une bâche, là, puis là, je m'étais dit, pourquoi? Et beaucoup se disaient après, ben là, on a du temps, nous autres, à cette heure maintenant. Moi, j'ai la semaine que j'ai pas les enfants. Tu retrouves ta vie. Je fais comme, mais pourquoi est-ce que le setup fait que tu perds ça, là? T'sais? Exactement. Puis j'ai l'impression qu'il y a pas... Moi, ce que ce sujet-là soulève, c'est j'ai l'impression que c'est l'ensemble du rapport au temps dans une vie de famille et de professionnel. Puis de se dire, il faut pas négliger le temps qu'on accorde juste au plaisir d'être avec l'autre personne ou au temps qu'on s'accorde, ne serait-ce qu'à soi-même. Là. Puis moi, je donne jamais de conseils à du monde. Mettons, à quelqu'un qui est enceinte, là, je vais jamais dire, tu vas voir, à 2 ans, il va être comme ça. Comment ton chum va dire ça? Mais par contre, je dis à ces couples-là, je dis, passer le moment où les enfants sont sevrés, mettons, dorment, là, le bout peut-être plus tard. Le bout des tranchées, là. C'est ça. Après ça, là, je dis, si ta blonde a envie de partir 3 jours, négocie pas. Fais juste... Tellement. Dis parfait, 100%. Je m'occupe, je garde le fort 3 jours. Parce que j'ai l'impression que le fait de s'occuper de soi-même, c'est aussi une façon de faire que la personne qui va revenir risque de ressembler beaucoup à la personne dont tu es tombé en amour il y a quelques années. C'est tout à fait vrai. Parce que cette affaire-là, oui, et je pense que ça vaut aussi pour des moments à deux.
Puis je pense que dans l'article, la clé du succès, c'est que ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Oui. J'imagine que les enfants sont plus dans Ils sont la maison. sevrés, là, probablement Oui. qu'ils dorment. Ils doivent être là. assez Plus dans sevrés. la scène Exact. du, là, Parce ouais. que l'idée de planifier un moment pour avoir une date, moi, je suis totalement pour ça. Mais si ça implique d'avoir une forme de sexualité dans le moment où tu es dans la petite enfance, d'un coup, ça a pris 45 minutes à endormir le petit. D'un coup, tu t'es pogné avec. D'un coup, tu as Ah, il une y a tellement journée d'impondérables. épouvantable au bureau. Là, tu te dis, mon Dieu, ce soir, moi, je suis supposé faire l'amour, peut-être dedans. Là, tu sais, c'est comme... Oui, Non, oui, mais oui. c'est le rapport à la performance qui est moins... Ouais, La performance, oui, aussi, c'est amené de façon comme, hey, là, hein, on est dû. Là, Ouais. tu fais comme. Là, ça crée-tu une non. déception? Mettons que ça Oui, te tente oui, pas, oui. parce que t'étais là, on va se le dire, par exemple. Fait que ce soir, ouais, Là, tu c'est dis ça. que tu annules finalement le moment Oui, d'intimité. mais c'est ça, justement, faut pas. Mais c'est parce que le moment d'intimité, ça peut juste être on écoute-tu un film collé? Oui. Fait que, tu sais, ça peut justement. Ben oui. C'est pas obligé d'impliquer tout ça. Il faut Exact. pas non plus. Je pense que ça fonctionne pas si des couples se perdent puis que finalement, ils n'ont pas de contact, comme je parlais tantôt, de s'embrasser, se coller, se donner un câlin, se dire je t'aime. Puis là, soudainement, il faudrait que jeudi, on soit tout nu Ouais, c'est dans ça. la douche. C'est Faut ça. comme être ça sain à la fonctionne base. pas. Yo, moi, j'étais plus à l'aise dans l'aquamafia tantôt, man. Damn! Mais depuis tantôt, ils nous écoutent. Je sais pas si c'est du jugement, du malaise. Moi, je m'imprègne, man. Je prends des notes. Mais prends Mais gars, des j'ai notes. d'autres notes peut-être pour ta... C'est un sujet connexe, mais je voulais qu'on en parle avant d'aller à la pause parce que, vous savez, on peut suivre ses rapports sexuels maintenant avec un calendrier ou même sur une application. Ça existe, tout existe. Comme plusieurs personnes le font pour suivre leur cycle menstruel. Là, on sait tout ce que c'est. Mais là, selon l'actualité, ces applis-là recueilleraient des données très personnelles qui peuvent parfois être partagées ou vendues à d'autres gens, à des tiers, à des compagnies, tout ça, sans que les utilisateurs s'en rendent compte. C'est quoi le danger là-dedans? Parce qu'on se fait toujours dire ça. Ils vont prendre tes données. Ouais, Mais ben, à dans la ce base- cas-ci, c'est assez particulier. Ce qui est particulier, c'est qu'à chaque fois que tu télécharges une application, ils prennent tes données en passant. Ouais. là. N'importe Oui, c'est quel, ça. tu joues à Candy Crush, ils prennent tes Oui. données. Mais là, Par parce que contre, tu vas il y a entrer des données de C'est ça plus. l'affaire, c'est qu'il y a une loi qui dit que quand c'est un service de santé, les données n'ont pas le droit d'être vendues. Mais les applications de suivi menstruel ne sont pas considérées comme des applications de santé. Alors, ils prennent les données et ils font ce qu'ils C'est veulent. pour avec. vrai? Ben, voyons. Oui, oui. Mais en même temps, nous autres, moi, je l'ai utilisé pour tomber enceinte, là, entre Oui. autres. Puis évidemment, tu sais, quand tu télécharges une application qui prenne tes données. Ici, au Québec, au Canada, à part le fait, si tu veux vraiment pas avoir de la publicité à ce niveau-là, ça va te déranger. Mais là où ça peut poser un problème, c'est dans des États aux États-Unis où l'avortement, par exemple, est illégal. Est-ce que le gouvernement pourrait... Parce que via l'application, tu peux savoir si une fille a déjà été enceinte, puis là, soudainement, oups, la grossesse a disparu. Est-ce que le gouvernement pourrait se servir des informations à l'intérieur des applications pour pointer du doigt des filles qui potentiellement auraient mis fin à une grossesse de façon Ouais, c'est illégale? vraiment dangereux. On parle Il aussi y a même de aussi, l'éventualité, on n'est pas rendu là, mais des employeurs qui tomberaient là-dessus, voudraient pas, je sais Genre. pas pour quelle raison, engager quelqu'un, des assureurs. On voit que quelque Oui, chose s'est puis- mal passé. Non, mais ces applications-là aussi donnent des petites espèces d'informations. Ah, aujourd'hui, tu vas être sensible, tu vas te sentir Ouais. un peu comme ci, comme ça. Puis ça a été prouvé que c'est random, pas se que tu fier à dises ça. n'importe quoi. Ouais. Mais j'apprends ici, en tout cas, moi, que ces applications-là ne sont pas considérées comme des applications de santé. Non, c'est quand même c'est pas incroyable. considéré. Le bon Ouais. vieux calendrier papier, comme Oui. on a... Et voilà, c'est ça que le calendrier de papier. Au retour, on vous dit quel film les politiciens devraient être obligés de voir.
J'adore ce sujet. Le magazine Rolling Stone suggérait récemment aux hauts gradés du Pentagone de regarder War Games. Moi, c'est un de mes films d'enfance, là. Sorti en 1983. Donc, dans ce film-là, il y a un adolescent qui pirate un super ordinateur militaire. Et là, il finit par déclencher par erreur un scénario de guerre nucléaire. Je ris, mais c'est pas drôle. Et à l'époque, c'était de la fiction. Aujourd'hui, c'est comme presque un avertissement. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas s'inspirer de ça et le faire nous-mêmes? Quel film on aimerait suggérer aux politiciens? On peut commencer avec Kevin, que moi parlé dans le bloc précédent. Ben là, Aïe. iRobot Avec Will Smith. avec Will Smith. C'est exactement ce qui arrive, là. Ils font des robots, Oui. puis là, à un moment donné, ils vont prendre le contrôle de tout. Je suis pas conspirationniste, rien. Mais j'ai vu iRobot dernièrement, puis j'ai fait « Cat! » Le robot qu'Elon construit ressemble pas mal au robot dans Oui. iRobot, là. Mais tu sais, on pourrait ajouter là-dedans Terminator. Tout ça, Terminator, tous c'est ces tellement films-là. Oh, non. Terminator. Hey, Terminator 2. J'ai jamais vu. Moi, j'ai jamais vu Tu vas Terminator. capoter quand ça va... C'est un de mes films préférés. C'est très bon. C'est bon? Très bon. Ah, tu vas capoter. Les efforts ont un peu vieilli, mais c'est Ouais, pas mais grave. ça, c'est tout beau. C'est pour une autre fois ça. Mais Kim, toi, j'imagine... Je vais le dire en français parce que je suis pas capable de le dire en anglais comme il faut, mais je suis parfaitement bilingue. Mais La Servante écarlate. Moi aussi, j'ai de la misère en anglais. Handmaid's Tale. Puis, tu sais, j'ai habité 2 ans à Toronto, puis je suis pas capable de dire. The Handmaid's Mais t'as dit Tale. 2 ans. C'est ça que t'allais dire. 2 ans. C'était comme pour faire 2 ans. OK, ouais. Un peu de même. Et ben parce que, mon Dieu, mais même moi, quand je l'ai lu et quand j'ai vu la série, je sais comment ça se pourra. Ben oui, c'était de la Ça arrivera science-fiction, un truc Puis dystopique. là, finalement, tu fais « Oh, mon Dieu, mais c'est fou parce que de la façon que ça arrive sournoisement dans le livre ou dans la série, si vous Ouais. aimez mieux, c'est beaucoup ce qu'on voit aux États-Unis en oui. ce moment. Puis, tu sais, j'aurais jamais pu prévoir ça. Ça Puis commence c'est vraiment- de mémoire avec des conférences. Ou, tu sais, il me semble que ça commence comme Oui. ça, c'est très insidieux. Tu sais, puis ça commence aussi avec un parti au pouvoir qui veut rétablir la religion et l'État. Oui. Mais il y a des femmes d'inclus là-dedans qui aident. Hey, ça ressemble vraiment à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, avec le recul qu'il y a eu sur l'avortement aussi. Donc, donc je le recommanderais. J'avais vu en entrevue Margaret Atwood dire Ouais. je suis un peu déçu que mon livre soit Ouais. autant d'actualité, malheureusement, puis qu'on en vende autant. Ça veut dire que les choses vont vraiment pas bien. Tu sais, mais Ouais. à voir ou à lire, pourquoi pas. Émile, Moi, c'est comme c'était- un florilège. Moi, c'était l'œuvre complète de Stanley Kubrick. Ben oui. En fait, au complet, autant Full Metal Jacket puis Path of Glory qui parle vraiment du cul-de-sac de la guerre. Je pense que Dr. Strangelove parle spécifiquement du rapport suicidaire à la bombe. Ça, c'est un peu, d'ailleurs, on parlait de War Games. C'est un petit peu le synopsis, c'est un peu semblable. C'est ça. Strangelove est venu un petit peu avant, par exemple. Oui, quand même, pas mal. 2001, Space Odyssey, un des premiers, mettons, c'est un des premiers films à avoir levé le drapeau par rapport à l'intelligence artificielle. Ouais. Où est-ce que vraiment tu as l'intelligence artificielle d'un vaisseau qui va tenter de survivre en se tournant contre les passagers. Puis Eyes Wide Shut, ben, qui parle quand même de l'espèce de dérive des élites qui ont des désirs, ma foi, malsains. Oui. Fait que j'ai l'impression que tout ça, qui sont des films qui datent d'il y a quand même plusieurs années, trace de plusieurs avertissements vraiment fondamentaux pour la suite. Ouais. Puis Dr. Strangelove, juste pour la petite histoire, c'est l'histoire. Là, j'essaie de me souvenir, c'est un officier ou un sous-officier. C'est pas un capitaine, tout ça dans l'armée. Et c'est lui qui déclenche donc une guerre mondiale avec. C'était avec la Russie, avec l'URSS à l'époque. C'est ça, oui. Mais donc là, on doit réparer les pots cassés pendant le reste du film. C'est une comédie. Pour moi, c'est un des films les plus drôles, C'est très malheureusement en plus. Mais très, très hilarant. Elisabeth, c'est quoi, toi? A House of Dynamite. Hey, C'est ça, un- j'ai pas vu ça. C'est bien, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est un film, en fait, qui est sorti en 2025 sur Netflix. Ah, puis Et Halo. l'histoire, c'est ça. en fait, c'est qu'il y a une attaque nucléaire qui s'en vient vers les États-Unis. L'attaque va causer des centaines de milliers de morts aux Ouais. États-Unis. Et là, on suit aussi le président des États-Unis qui doit prendre la décision, est-ce que je riposte avec notre attaque nucléaire ou pas? Et là, c'est là que tu vois qui est en priorité pour aller dans les bunkers. Le président est seul dans son avion pour se sauver de l'attaque nucléaire. Juste pour rappeler aux politiciens que c'est un immense pouvoir qu'on met entre vos mains de diriger un pays. Et c'est pas à prendre à la légère. Puis moi, en quelques secondes, moi, c'était Wag the Dog avec Robert De Niro et Dustin Hoffman. Mais donc, le président est dans l'eau chaude. Un truc qui rappelle vaguement le scandale de Bill Clinton et Monica Lewinsky. Et là, ils Fabrique une inventent, guerre. ils inventent une guerre pour créer un écran de fumée. Ça fait penser un peu à ce qui se passait dans C'est une meilleure idée, au moins, ça tue personne. Ça tue personne. On vous revient après la pause, on parle des voitures électriques.
Bon, avec le prix de l'essence qui monte en flèche, on pourrait penser que ça crée un engouement incroyable pour la voiture électrique, mais rien n'est aussi clair, mesdames et messieurs. Il y a même certains qui sonnent le glas en ce moment de l'électrique depuis que Lamborghini a annoncé. Ils ont dit, en fait, nous, on arrête de construire des voitures électriques, entièrement, en fait, électriques. On en jase avec notre expert maison, Antoine Joubert. Bonjour, Antoine. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec Lamborghini pour qu'ils ont pesé sur la pédale de frein? Lamborghini, en même temps, s'il y a un constructeur qui n'a pas nécessairement besoin d'aller là, c'est Lamborghini. Et c'est anecdotique en ce qui me concerne parce que les gens qui veulent se payer un jouet de luxe à ce niveau-là, on parle d'un demi-million de dollars, que ce soit électrique, pas électrique, ils n'ont pas ce souci de dire « Ah oui, le prix de l'essence a augmenté, ça m'inquiète un peu. » On n'est pas là. C'est ça. Par contre, évidemment que là, aujourd'hui, à 1,75 $ le litre, quand il était à 1,45 $ il y a quelques jours, tout le monde parle de ça, c'est le sujet du jour. Et c'est fascinant parce que les gens achètent un véhicule en fonction du prix à la pompe aujourd'hui. Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Et ça n'a pas changé. C'est la même chose depuis l'éternité, j'oserais dire, dans le domaine automobile, si bien que là, effectivement, il va y avoir un nouvel engouement soudain pour la voiture électrique, peu importe s'il y a des subventions, pas de subventions, des rabais, des taux de financement avantageux. Là, soudainement, les gens vont faire « Ah, le prix de l'essence est trop élevé, je vais penser à m'acheter un électrique ou un hybride. » C'est clair. Parce que les subventions sont de retour en passant depuis quelques semaines, donc les subventions canadiennes. Donc, achat d'un véhicule électrique, 5 000 $ pour un nouveau véhicule, 2 500 pour un hybride. Mais là, on parle quand même de Lamborghini. Il y a Bentley qui a mis ça en pause pendant 5 ans. Porsche, c'est un flop total. Porsche, en fait, a beaucoup de véhicules électriques et c'est un fiasco. Parce qu'on en a plein les cours et on tente par tous les moyens d'essayer de vendre ces véhicules-là et la clientèle ne répond pas à l'appel. Porsche est habitué de vendre des véhicules et d'être un petit peu au-dessus de ses affaires, disons ça comme ça, avec ses voitures sport, avec ses VUS traditionnels, mais avec l'électrique, c'est une autre paire de manches. On est sur le point de lancer un Cayenne électrique qu'on n'a pas le choix de lancer, mais la Cayman et la Boxster qui devaient être électriques, bien ça, on tire la plug, on change d'idée, puis on revient à l'idée initiale. Donc, il y a beaucoup de constructeurs, et surtout dans les marques premium, les marques de luxe, où là, on va peut-être reculer d'un pas. Acura, c'est un bel exemple. C'est un constructeur qui devait faire un mouvement 100% vers l'électrique. C'est un recul massif. Même chose pour Genesis. Alors, toutes ces marques-là font un pas de recul. Est-ce que ça va percoler chez les marques plus grand public? Bien, en fait, ce qu'on constate chez les généralistes en ce moment, c'est que là, on revient à des véhicules plus pragmatiques. Et c'est ça que les gens veulent avoir. Mais évidemment, avec des subventions qui ont un peu dicté le plafond des prix des véhicules ou le seuil d'admissibilité au rabais, bien, les constructeurs sont arrivés avec des véhicules à 1 $ de moins que la limite permise, 64 999. Là, c'était 64 999. Alors, tout le monde a lancé des VUS intermédiaires un peu trop gros puis inutilement lourds et énergivores pour ce que les gens voulaient avoir. Mais là, on revient avec des véhicules plus pragmatiques. Là. Nissan Leaf, le Toyota CHR, la Chevrolet Bolt qui fait un retour, les voitures chinoises qui cognent aux portes, qui vont être plus petites, etc. Là, ça va brasser avec ça. Donc, il y a plusieurs constructeurs chinois qui vont lancer ça. Est-ce qu'on est inquiet ici? Je ne sais pas, est-ce que les constructeurs est-ce qu'on est inquiet? nord-américains se disent Ça me fait rire parce que, évidemment, c'est Doug Ford en Ontario qui veut protéger son industrie automobile, qui crie haut et fort qu'il ne faut pas accueillir l'industrie automobile chinoise, mais c'est pas ça qui va menacer ce qu'on construit actuellement au Canada. Mais ça n'aura pas un impact sur le marché? Ben non, parce que ce qu'on construit au Canada, c'est des camions pleine grandeur, des RAV4, des CR-V, des Honda Civic. Puis là, c'est pas ça qu'on va proposer. Mais on fabrique pas de voiture électrique à part une Charger, qui est un muscle car électrique, qui n'a rien à voir avec ce que les Chinois vont nous proposer. Et je pense que la stratégie de Carney est assez intéressante parce que on plafonne le nombre d'unités. Évidemment, on n'a pas tous les détails de l'entrée en vigueur d'une commercialisation de véhicules chinois, tout ça, mais on plafonne à 49 000 unités pour la première année le nombre de véhicules chinois qui seront commercialisés ici. Et la subvention de 5 000 $ du fédéral s'applique sur des véhicules fabriqués dans des pays qui ont un contrat de libre-échange avec le Canada, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Donc, on ne pourra pas appliquer le 5 000 $ sur les véhicules chinois qui risquent d'être vendus à prix plus agressif. Parce que comprenez tout de suite quelque chose, les Chinois s'en viennent pas nous vendre des véhicules ici dans l'optique de séduire les Canadiens. Ils s'en viennent ici dans l'optique de passer un jour aux États-Unis et d'inonder le marché. Et même s'ils perdent 10 000 15 000 $ par véhicule vendu, ils n'en ont rien à faire. On est la porte d'entrée d'entrée c'est de pour mettre eux. leurs pattes
partout, exactement. Est-ce qu'on pourra se fier à ces produits-là? Est-ce que j'imagine que les échos sont déjà partout. Les pour Chinois ces voitures-là? fabriquent ce que vous voulez avoir. Donc, si vous voulez de la qualité, ils vont vous en faire. Si vous voulez quelque chose de cheap, ils vont vous en faire aussi. Alors, il ne faut pas penser qu'un Chinois, un constructeur chinois comme BYD va nous faire un véhicule de qualité inférieure à ce que Chevrolet ou Hyundai nous a offert dans les dernières années. Ils vont nous vendre un véhicule qui va être de qualité très intéressante parce qu'ils savent qu'ici, c'est un élément qui est important. Moi, l'élément qui m'inquiète le plus des constructeurs chinois qu'on ne connaît pas encore ici, c'est comment vont-ils s'implanter? Quel sera le réseau de concessionnaires? Quel sera le type de service qu'on va obtenir? Parce que, regardez, VinFast, par exemple, c'est un cauchemar. VinFast s'est installé ici avec 10 concessionnaires au Canada. 1 an et demi après, on avait fermé 5. Puis tu es pratiquement laissé à toi-même aujourd'hui si tu as acheté un produit VinFast et que tu as des problèmes à répétition. Service après-vente. Moi, c'est le truc qui m'inquiète. Parce que si tu as un problème avec ton Chevrolet, tu as un réseau pour t'aider. Exact. Tu n'as pas ça ici. Mais il y a beaucoup de gens de l'industrie qui disent aussi que, attendez-vous pas à avoir des modèles chinois tant que ça ici. Ça va peut-être surtout être des Tesla assemblés en Chine. En partie. Qui vont venir ici. Fait que c'est pas des nouveaux véhicules tant que ça, des nouveaux modèles. Là. Il y aura des constructeurs comme BYD, comme Chery, comme Geely qui vont éventuellement s'installer ici. Mais vont-ils ouvrir des concessions avec une limite de production de véhicules que tu peux vendre par année? Ben oui, ça coûte parce cher, que une concession, là. Ça coûte cher, mais en même temps, il n'y aura pas 50 marques. Il y en aura 2 ou 3 au maximum et ça prendra un certain temps, je pense. Mais ils s'installent partout à travers la planète. Alors, c'est leur objectif aussi de s'installer ici. Mais oui, Tesla, Polestar, qui fabrique des voitures en Chine, va vouloir revenir ici. Mazda fabrique le EZ60, qui est un super beau petit VUS. On pourrait le vendre ici. Mini ne vend pas de Cooper électrique. Pourquoi? Parce qu'elle est faite en Chine. Ça pourrait venir. Alors, tu sais, il y a beaucoup de véhicules comme ça. Et on en vend des véhicules qui sont fabriqués en Chine, soit dit en passant, chez nous. Le Lincoln Nautilus, le Buick Envision, ce sont des véhicules de fabrication chinoise, mais à essence. Je comprends. Donc, qui ne font pas partie pas dans de cette surtaxe de 100 Est-ce que tu as eu l'impression, parce qu'avec l'arrivée des subventions, puis oui, là, il y a eu un engouement, mettons, pour la voiture électrique, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu une espèce de contre-offensive peut-être menée par du lobbying, mais aussi peut-être menée par du monde, commentaires, réseaux sociaux, peut-être même des robots qui commentent pour discréditer l'espèce de projet électrique? As-tu l'impression qu'il y a eu une volonté de la part peut-être de l'industrie pétrolière ou de je sais pas qui, de dire « il faut pas que ça devienne une tendance, cette affaire-là, il faut faire croire que c'est pas vraiment mieux, puis Est-ce que tu as observé ça? » Le Québec, là... Je parle dans le monde. C'est David contre Goliath. Parce que ici, on a eu des subventions très généreuses pendant un certain temps. J'étais pas nécessairement d'accord avec la façon dont ça s'est fait, mais s'il y a un facteur que ça a permis d'aller chercher, c'est de rendre la voiture démocratisée. Donc, tout le monde aujourd'hui, quand vient le temps de s'acheter un véhicule électrique ou quand vient le temps de changer de voiture, est-ce que je devrais aller à l'électrique ou pas? On se pose la question d'emblée. C'est plus marginal, là, on s'entend. C'est plus marginal, mais c'est sûr qu'on l'a poussé dans la gorge chez nous au Québec. Là, on a vu que, évidemment, avec ce qui s'est passé puis avec ce qu'on a appris sur ces véhicules-là, bien, il y a évidemment beaucoup de frais, de coûts d'assurance qui ont augmenté. Les gens font un pas de recul, réalisent que, OK, mathématiquement, c'est peut-être pas la meilleure formule. Et après ça, bien, on réfléchit et on analyse. Ce qu'on n'a pas fait en 2024 parce qu'on se garochait sur le seul véhicule électrique disponible parce qu'on voulait profiter du 12 000. On sait maintenant que c'est pas nécessairement la chose qu'il fallait faire parce qu'on a énormément baissé les prix, on s'est ajusté. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens vont avoir un regard plus analytique et je pense que les ventes vont remonter à un niveau assez intéressant en 2026, sans nécessairement battre des records. À suivre, mais c'est vrai qu'on dirait qu'on a de la misère à démêler le vrai du faux dans ce qu'on a dit. Il connaît beaucoup de choses, hein? Il connaît quand même beaucoup de choses. Merci, Antoine Hubert. En automobile, en tout cas. L'automobile, c'est son retour, un chercheur qui a prouvé les effets positifs de la méditation sur le cerveau.
Bad Bunny. Bon, la méditation améliore le fonctionnement du cerveau et surtout, ça permet d'atteindre l'équilibre entre l'ordre et le chaos aussi dans nos pensées. C'est ce que révèle une récente étude internationale qui a été pilotée par un chercheur de chez nous, de l'Université de Montréal. Il s'appelle Karim Gerbi et il est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut revenir à la base de la méditation? On dirait qu'on a l'image de on tombe dans la lune ou bon, on divague un peu comme ça, mais c'est quoi à la base la méditation? C'est ça, on pense souvent que la méditation, c'est un état où on va faire le vide. Ouais. Mais ce que notre étude révèle, et puis ceux qui pratiquent la méditation le savent très, très bien, c'est pas du tout, c'est vraiment pas ça. C'est très actif, C'est pas très passif. actif, c'est un état très actif. En fait, on manipule nos capacités attentionnelles. On va travailler le cerveau comme un muscle, finalement. Donc, on va déployer l'attention de façon différente en fonction du type de méditation qu'on va faire. Et puis, nous, la collaboration ici avec l'équipe italienne, avec Annalisa Pascarella en Italie, ça nous a permis de voir chez des moines bouddhistes qui sont experts en méditation. Chacun avait plus que 15 000 heures à leur crédit de méditation. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau vraiment quand ils sont dans un état ou un autre? Il y a deux méditations qu'on a regardées, Vipassana et la deuxième s'appelle Samatha. Soit on va porter l'attention sur, par exemple, notre respiration, donc c'est une attention focalisée. Qu'est-ce que ça fait au cerveau? Puis la deuxième approche, c'est une attention plus large et ouverte, où on prend conscience de tout ce qui nous entoure, on est plus dans le moment présent. Ça, c'est la Vipassana. Comment ça impacte le cerveau? Et donc, grâce à la magnétoencéphalographie, on a pu regarder avec précision dans le cerveau, c'est quoi les changements qu'il y a avec ça. Et qu'est-ce qui arrive dans le cerveau, concrètement? Beaucoup de choses, justement. Donc, c'est tout sauf un état où on fait rien du tout. Il y a de l'augmentation de l'activité cérébrale. La complexité du cerveau, son activité augmente. Les rythmes cérébraux deviennent de plus en plus complexes. Et la trouvaille la plus importante, en tout cas selon nous, c'est que le cerveau se rapproche dans un état, comme vous avez dit au début, qui est en équilibre entre un état d'ordre et de chaos. Et vous le savez très bien, dans le cadre d'une journée, par exemple, il y aura des moments où votre cerveau est un peu plus stable, d'autres moments où il est plus flexible. Et dans notre comportement, on a besoin des deux, finalement. On a besoin d'une certaine stabilité pour arriver à faire ce qu'on veut, mais aussi, il faut qu'on soit flexible. Puis je pense même dans notre entourage, les personnes avec qui on veut bien s'entourer, ou peut-être même les personnes qu'on va choisir comme partenaire, on veut les deux. On veut quelqu'un qui peut à la fois être stable, mais aussi qui peut avoir de la flexibilité. Notre cerveau, au courant d'une journée, va osciller entre les deux. La méditation va essayer d'optimiser cette distance-là et de mettre quelque part un sweet spot entre cet état de chaos et un état un peu plus d'ordre. Comment on fait? On dirait que j'essaie de m'imaginer. Est-ce que c'est un peu comme faire le ménage? On ferme certains dossiers. On arrive à se débarrasser de certaines idées puis de fermer des portes dans notre cerveau, notre inconscient? On peut voir ça comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'entraîne, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un muscle, on s'entraîne à déployer son attention. Et en faisant ça, on apprend aussi à avoir une approche qui nous permet de façon un peu plus consciente de comprendre ce qui se passe avec notre attention. Ça peut s'appliquer, par exemple, aussi à l'autorégulation des émotions. Plus on est capable de orienter son attention vers quelque chose, plus on sera à même de pouvoir autoréguler ces choses-là. Donc, ça nous donne un meilleur équilibre, finalement. Oui, M. Raphaël. Il lève toujours ça. Mais admettons les gens TDAH, là, OK? Tu parles de quelqu'un que tu connais. Pas pour moi. Mais, tu sais, as-tu un truc à donner pour pouvoir atteindre les niveaux de méditation nécessaires pour trouver le sweet spot? Alors, ça passe par de l'entraînement et je pense que c'est un très bel exemple. Alors, la méditation, elle est préconisée souvent pour, moins dans le cadre de TDAH, mais on en parle beaucoup dans le cadre de l'anxiété, la dépression, PTSD, justement parce que ça nous permet à optimiser un peu notre fonctionnement et de réduire le stress. C'est pas quelque chose qui est utilisé nécessairement comme un remède ou comme une approche vraiment pour guérir une certaine condition, mais plutôt comme un soutien, comme un complément, parce que ça a des effets bénéfiques. Et c'est des choses qu'on connaissait pas vraiment, en tout cas au niveau du cerveau, qu'est-ce que ça faisait jusqu'ici. Mais là, avec cette étude-là, on a pu regarder plus en détail au niveau cérébral, qu'est-ce qui se passe. Et un point qui est important là, en lien avec votre question, c'est nous, on a vu ça chez des moines experts. Et donc, on peut se dire, mais est-ce que ça va marcher avec monsieur, madame, tout le monde, finalement? Est-ce qu'on serait capable de bénéficier? Je pense que la réponse est globalement oui. Il faudrait l'essayer, mais sans pression, encore une fois, et des personnes avec qui ça va mieux marcher que d'autres. Est-ce que ça marche? Ah ouais, vas-y. Moi, j'imagine, parce que l'image qu'on a, c'est ça, là, avec la machine, mais tu sais, comme quelqu'un qui est dans une espèce d'état parfait, dans un lieu où il n'y a pas de distraction, dans un temple, sur une montagne. Comme tout ce que tu as vécu avant le crash. Oui, c'est ça, voilà. Séance de méditation. Mais est-ce que, par exemple, des gens que vous connaissez arrivent à méditer, mettons, je sais pas moi, dans le métro? Dire, OK, j'ai 6 stations, plutôt que d'aller sur le téléphone, je fais juste comme
Je me mets en état de... J'entends les bruits, je suis concentré sur tout, je remarque les affaires, je me recentre. Est-ce que tout instant où on pourrait être distrait par... Il y en a qui fument, il y en a qui ont des téléphones, machin, est-ce qu'on peut retrouver des bulles d'entraînement comme ça à l'intérieur d'une vie qui est parfois Je pense bourrée d'autres qu'absolument. choses? Je pense qu'absolument, ça serait une bonne hygiène de vie. Et c'est quelque chose qui nécessiterait peut-être d'abord qu'on ait un certain entraînement, qu'on connaisse un peu les techniques, et ensuite on sera capable de les déployer à tout endroit. Donc peut-être que ce ne sera pas le début dans le métro ou en conduisant, mais une fois qu'on connaît un peu les techniques... Ça, c'est un ticket, là. Ferme les yeux. Accoucher en conduisant. Oui. Mais pas. Non, mais la méditation guidée, tu sais, par exemple, est-ce que c'est un bon entraînement? Moi, j'ai des amis qui font ça. Ils ont Il y a leur. beaucoup d'applications, des applications de guide, donc une Est-ce que voix. c'est bon, ces Il y a beaucoup applications-là? d'applications et comme beaucoup de choses, finalement, je pense que c'est aussi le fait de prendre le temps de le faire. Il y aura des applications qui seront meilleures que d'autres. Ouais. On n'a pas fait de tests pour les comparer. Nous, on a vraiment regardé ce qui se passe au niveau du cerveau. Ouais. Mais je pense que déjà, ne serait-ce que le fait de prendre du temps pour soi-même, pour se reposer, pour s'explorer soi-même, déjà, ça fait beaucoup de bien, ça fait de l'introspection et ça nous rend après plus efficaces. Combien de temps par jour là, pour être optimal? Ouais, c'est un 15 minutes. 15 minutes? Ouais, peut-être ça dépend des personnes, 15 minutes ou un peu plus. Parfois, ça peut être un peu moins aussi. Ça dépend des jours. C'est vraiment une activité très flexible. C'est vraiment une hygiène de vie, un peu comme on fait du sport finalement. Rappelez-vous de l'époque où on n'avait pas de téléphone, d'un coup, tu peux comme tomber dans la lune, dans un déplacement ou dans une attente. Des fois, juste ça, là, qui est peut-être pas de la méditation totale. C'est devenu un luxe de tomber dans la. Non, mais je vais regarder l'arbre, tiens, avant que le bus arrive. Ouais, mais quand vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, vous êtes dans le bus, tout à coup, vous levez la tête, vous regardez pas la fenêtre. Ben oui. Là, je Puis là, suis votre cerveau, il part. On appelle ça le vagabondage d'esprit, le mind wandering, c'est exactement ça. Puis ça, on en a besoin aussi pour la créativité. Ça, c'est le genre de choses qui nous rend encore plus créatifs. Un peu d'oisiveté, être un peu dans la lune comme ça c'est magnifique. Vivre, ne rien faire. Vagabondage d'esprit. Vagabondage Le prochain titre de mon livre. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Au pour retour pour l'invitation. terminer l'émission, Émile Procloutier fait craquer les cœurs, mesdames et messieurs, et les cordes du piano aussi. Oh, les gars.
Si au bout du tunnel y a pas de lumière, t'en fais pour ceux qui marchent derrière. Et ton œil à ciel ouvert attrape au vol quelques miracles ordinaires. Et tu fonces avec la vie qui frappe aux tempes, avec la vie qui frappe au ventre. Quand tu reprends ton souffle, un vent fou se lève en moi. Et quand tu passes, on entend craquer les cœurs, on entend craquer les cœurs autour de toi. Quand tu passes, on entend craquer les cœurs, on entend craquer les cœurs autour de toi. Mesdames et messieurs, un excellent invité à la répartie aiguisée. C'est aussi un artiste musical accompli. Mais donc, tu vas présenter ton spectacle 12 et 20 mars, qui s'en vient, au Théâtre Maisonneuve. Ouais. Un spectacle Ma main au feu solo. Ouais. Mais tu sais, on le connaît... toi, tu le connais très bien. Hein, avant le crash, il était On a chanté extraordinaire. ensemble aussi. Vous avez chanté On a fait ensemble? un spectacle ensemble. Oui, un petit show bénéfice Il ensemble. m'a c'est vrai, accompagné ouais. au piano. Ouais, C'est ouais. moi qui chantais. Bravo. Elle voulait juste te plugger. Mais non, mais où est-ce que Non, tu mais- t'accomplis le plus? Parce qu'on... tu sais, ça fait longtemps que tu joues. Moi, je t'ai déjà vu au théâtre. Je pense que c'était au Rideau Vert où Ouais. tu jouais aussi pendant une pièce. Mais tu sais, tout ça se côtoie. Où est-ce que je m'accomplis le plus? Je veux dire, c'est un puissant bonheur quand tu vas jouer Ouais. comme acteur, mettons, dans l'œuvre de quelqu'un d'autre. Tu fais, OK, je me rends disponible, puis je mets toute ma créativité au service d'un personnage que quelqu'un d'autre a inventé. Mais c'est vrai que dans le cas, tu sais, moi, dans ma vie, je suis comédien, ou je fais de la musique, puis je fais de la mise en scène aussi, il y a un endroit où tout ça se rencontre. C'est vrai que quand je fais des spectacles de musique, j'ai l'impression que c'est comme si tout le coffre à outils est ouvert, puis quelqu'un qui vient voir mon spectacle, il fait comme « Ah, OK, là, je le connais maintenant. » C'est ça? Oui. Ouais, c'est vrai. Parce que, comment je dirais, c'est comme si j'ai l'impression que dans une soirée, j'arrive à montrer un paquet d'aspects de moi-même. Je ris beaucoup de moi, plus qu'ailleurs. En fait, là, c'est comme si j'ai l'impression de montrer autant la bébite tout croche, autant que ce que je suis capable de faire de mieux. Parce que tu es un gars qui peut être assez secret dans la vie. Tu sais, on ne le voit pas dans les journaux à potins et tout ça. Puis... Effectivement, mais c'est une façon de se révéler, en quelque part, tu sais. À l'intérieur d'une chanson, Ben oui. beaucoup. Il y a c'est très dur de mentir en chantant. En tout cas, il y a quelque chose où tu as accès autant à des raccoins peut-être plus fragiles, autant à peut-être ce qui peut me révolter ou me choquer beaucoup, ou à ce que je pense que pour vrai, les gens rient beaucoup dans ce show-là. Puis j'ai l'impression que c'est comme si j'ouvre, mets tout le buffet sur la table. Puis c'est aussi un espace où, via la musique aussi, je pense, en étant dans des affaires qui sont très douces, comme ce que je viens de faire, mais des fois aussi avec, sous mon piano, pendant le spectacle, comme je suis seul, je mets des pédales de drum électrique, ce qui fait que je peux faire de la percussion avec mes pieds pendant que je joue. Ce qui fait que je pense que c'est un show où ça lève aussi beaucoup sur le plan de l'énergie. Ultimement, je pense que ça donne une espèce de... Ah, mais tu parles beaucoup aussi. Ben, je raconte des histoires. Tu racontes des choses, t'es drôle, t'es là, tu nous embarques, t'es très... Les gens, t'es là, là. le jeu avec les gens, je dirais que c'est super important dans un show. Moi, je veux y aller, hein? Ben, je serais ravi de t'inviter. Non, je veux être backstage. Moi, je veux être sur le côté rideau, là. Mais moi, c'était mon enfance. Moi, j'ai grandi dans des coulisses de théâtre parce que mes parents faisaient ça. Oui, tout à fait. Fait que c'est... Puis là, ce show-là, ça fait un an que je le fais avec mon équipe, mais là, ça va être la première fois, effectivement, à Montréal, 12 et 20 mars. Théâtre Maisonneuve, 12 et 20 mars, Ma main au feu solo. Merci, Émile. Hey, merci à vous. Merci vraiment. à vous autres. C'était vraiment le fun. Bon accouchement. Oui, La prochaine fois qu'on se voit, tu vas être re-maman. Deuxième fois. Demain, Cathy Gauthier, Rémi Pierre Paquin, Karim Abric et Christophe Dupéré. Et Minou, bonne soirée.